Et si la véritable révolution africaine avait commencé sans bruit, sous le soleil impitoyable de Ouagadougou? Imaginez, un matin ordinaire, un souffle nouveau parcourt tout un continent. Peu de gens comprennent tout de suite la portée de ce qui se joue. Mais dans l'ombre des palmiers, le destin de l'Afrique se redessine. Un choc secoue la capitale. Le capitaine Ibrahim Traoré ordonne à la CIA de quitter le Burkina Faso. Oui, vous avez bien entendu, la première puissance mondiale sommet de plier bagages, ici, par l'un des pays les plus pauvres du globe. Pour la toute première fois en Afrique francophone, une telle décision est proclamée au grand jour, sans détour, sans arrière-pensée. Le geste semble fou. Pourtant, il est calculé, réfléchi, porté par un rêve qui ne date pas d'hier. Le rêve d'une Afrique maîtresse d'elle-même. La scène semble irréelle. Une foule danse, des drapeaux rouges, verts et or flottant dans la chaleur, un silence qui s'installe soudainement. Ce n'est pas seulement à Ouagadougou que le temps s'arrête, mais jusque dans les grandes capitales du monde. Derrière ces images, une sensation rare émerge. Celle d'un peuple qui ose reprendre son histoire, sa dignité, sa terre. On se souvient des indépendances des années 60, des promesses non tenues, des déceptions. Mais cette fois, c'est différent. Il ne s'agit plus de paroles, mais d'un acte concret, irréversible, qui sera étudié dans les manuels d'histoire. Mais ce geste est dangereux. Si l'expulsion échoue, le Burkina Faso risque l'isolement, l'appauvrissement, voire le chaos. L'exemple du Chili en 1973 ou de l'Iran en 1953 montre que défier une superpuissance peut coûter très cher. Pourtant, si le pays tient tête, il pourrait enflammer un réveil panafricain et devenir la première étincelle d'un changement historique. Rappelez-vous comment la Tunisie, en 2011, a déclenché le printemps arabe par l'acte courageux d'un seul homme. Alors, chaos ou souveraineté retrouvée? Le monde retient son souffle. Ici, ce n'est plus un simple bras de fer diplomatique. C'est la souveraineté africaine elle-même qui se joue, au cœur du XXIe siècle. Cette question, suspendue dans l'air comme une menace ou une promesse, hante tous les diplomates, tous les citoyens, tous les rêveurs d'un continent libre. Mais comment un pays si petit a-t-il osé défier Washington à visage découvert? Tout commence par un climat de méfiance, de secret et de choix impossibles. Comme dans la Grèce antique, où Sparte défiait Athènes malgré sa taille modeste, le Burkina Faso ose s'opposer à un colosse. Derrière les contrats signés au nom de la sécurité, que cache vraiment la présence américaine? La question dérange, car au Sahel, et surtout au Burkina Faso, la sécurité est devenue le masque d'un jeu d'influence bien plus vaste. Regardons les exemples du Vietnam, de Cuba, de l'Afghanistan. Partout, la sécurité a servi de prétexte à l'installation de bases, à la collecte d'informations, à la mainmise sur les ressources. Tout commence par des accords obscurs, rédigés en anglais, en français, ou dans un jargon administratif incompréhensible. Peu de Burkinabés saisissent leur véritable portée. Sous prétexte d'aide sécuritaire, des bases américaines surgissent, encerclées de barbelés, découvertes par hasard par les paysans là où la terre devait rester libre. Un jour, un cultivateur trouve un panneau « Zone interdite », là où, la veille encore, il menait ses bœufs au pâturage. Peu à peu, des zones entières deviennent interdites. Les enfants n'osent plus s'approcher des routes surveillées. Des panneaux « Zone protégée » s'élèvent, mais protégés de qui? Et pour qui? La même question se posait il y a 50 ans, lorsque les bases françaises quadrillaient l'Algérie ou la Côte d'Ivoire. L'enquête du capitaine Traoré s'apprête à révéler l'envers du décor. Derrière les murs du fameux Burkina Security Cooperation Center, les activités n'ont presque rien à voir avec la lutte contre le terrorisme annoncé. Ici, l'on collecte massivement des données, inventaire précis des ressources en or, uranium, manganèse, liste de journalistes, d'activistes, d'opposants classés selon leur dangerosité supposée pour les intérêts américains. C'est un écho direct à ce que Snowden a révélé sur la surveillance mondiale par la NSA en 2013. Mais ici, l'enjeu est la richesse d'une nation. Ce n'est plus de la coopération, mais une surveillance systématique, orchestrée dans le secret,
loin des yeux burkinabés. Comme jadis, au Congo belge, où les colons recensaient les gisements de cuivre et de diamants pour mieux contrôler le pays, l'histoire semble se répéter. Pendant ce temps, chaque année, des millions de dollars américains sont injectés dans ces programmes. Pourtant, les villages alentours restent misérables. Les écoles restent sans électricité ni manuel. Les dispensaires manquent de médicaments. Les routes, promises depuis tant d'années, ne sont que poussière. Alors la contradiction devient criante. Comment justifier autant d'argent pour la sécurité quand la misère demeure? Prenons l'exemple du village de Zignaré, où l'on promet depuis 10 ans la construction d'une école moderne. Pourtant, seuls quelques sacs de ciment ont été livrés, tandis que les enfants, chaque matin, marchent des kilomètres pour apprendre à lire sous un manguier. Une femme médecin, dans la région de Fadan-Gourma, raconte qu'elle n'a pas vu de livraison de médicaments depuis des mois, alors que le centre de coopération américain flambant neuf fonctionne 24 heures sur 24. Fermer les yeux sur ces faits, c'est accepter une domination invisible. Une domination qui dépouille la nation de ses richesses, tout en prétendant la protéger. Dans les années 70, la Bolivie a vécu une situation similaire. L'exploitation du gaz et du lithium profitait aux puissances étrangères, alors que le peuple restait pauvre. Mais cette fois, le silence ne tiendra plus. Dans l'ombre, une décision sans précédent est en train de mûrir. Le Burkina Faso s'apprête à défier la plus puissante agence de renseignement du monde. Un choix qui rappelle la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956, ou encore le refus du Ghana de Kwame Nkrumah de céder ses mines d'or aux intérêts britanniques. Jusqu'où peut-on défier l'Empire sans risquer l'anéantissement? Les exemples historiques ne manquent pas. La révolution iranienne, le blocus de Cuba, les guerres de décolonisation en Afrique du Nord. À chaque fois, le prix à payer a été terrible, mais le feu de la liberté a continué de brûler. Sur la vaste place de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré s'avance, droit, face à la foule rassemblée. Sa voix fend le silence. Il révèle, preuve en main, l'existence d'une base secrète de la CIA, installée non pour protéger, mais pour surveiller et contrôler les ressources du Burkina Faso. Photographies, dossiers, images satellites. Tout indique une ingérence dissimulée, déguisée en partenariat. Face aux caméras du monde entier, Traoré pose un acte sans précédent. Il donne 48 heures à la CIA pour quitter le territoire. Aucun compromis possible, aucun retour en arrière. Jamais un chef d'État africain n'avait lancé une telle déclaration, en plein jour, devant tout un peuple. On se souvient de Sankara, qui avait nationalisé les terres et dénoncé la dette coloniale, mais jamais un geste aussi frontal n'avait été adressé directement à Washington. L'onde de choc est immédiate. Dans les rues, la foule explose de joie, chants, cris, drapeaux brandis, larmes d'émotion. Beaucoup ont l'impression de retrouver une dignité perdue depuis des générations. À Washington, c'est la stupeur, réunion de crise, menaces de sanctions, promesses d'isolement. Certains, à voix basse, évoquent déjà la possibilité d'un coup d'État dans les semaines suivantes. Les ambassades étrangères activent leur réseau, surveillent les réseaux sociaux, cherchent des alliés locaux. Au cœur du tumulte, une vérité éclate. L'aide étrangère, vantée depuis plus de 50 ans, n'a souvent servi qu'à acheter la soumission. Des milliards gaspillés, pendant que les villages manquent d'eau et que les écoles s'écroulent. Cette rupture fait trembler tout le continent. Des journalistes rappellent qu'en République démocratique du Congo, malgré des décennies d'aide internationale, l'électricité n'est toujours pas accessible à la majorité. Rapidement, l'effet domino s'enclenche. Au Mali, au Niger, au Ghana, au Nigeria, la jeunesse s'interroge. À qui profite vraiment la présence étrangère? Des manifestations surgissent, des demandes d'expulsion se multiplient. Le geste de Traoré devient viral. Partout, une génération exige des comptes. Sur les réseaux sociaux, des hashtags fleurissent. Afrique libre, dignité retrouvée, notre sol, notre avenir. Mais derrière l'euphorie, le prix à payer s'annonce terrible. La menace d'un effondrement économique, de sanctions écrasantes, d'une répression extérieure ou de déstabilisation interne plane.
Pourtant, face à la tentation du retour à la dépendance, un autre chemin s'ouvre, celui d'une autonomie réelle, à conquérir, coûte que coûte. Ici, l'histoire du Venezuela, qui a tenu tête à l'embargo pétrolier, ou celle du Zimbabwe après la réforme agraire, sert d'avertissement et d'inspiration. Mais alors que la tension monte, une question obsède tous les esprits. Jusqu'où Traoré et son peuple sont-ils prêts à aller pour défendre ce choix? Les premières conséquences tombent, implacables. Les marchés financiers réagissent durement. Les investisseurs étrangers s'en vont. Les compagnies internationales suspendent leurs contrats. Les médias annoncent déjà la catastrophe, évoquent l'exemple du Soudan après la séparation du Sud, ou celui de l'Éthiopie en pleine crise humanitaire. Quand on regagne sa liberté, que reste-t-il lorsque tout vacille? Au matin, à Ouagadougou, après le départ de la CIA, la réalité s'abat comme une sécheresse soudaine. Les sanctions tombent, l'aide américaine s'évapore, tous les programmes de santé et d'éducation stoppés presque du jour au lendemain. L'espoir de la veille cède la place à la peur, car derrière chaque livraison annulée, ce sont des cliniques démunies, des enfants privés de classe, des familles qui redoutent les saisons sèches à venir. Le même scénario s'est produit en Haïti, en Centrafrique, en Iran, où l'arrêt brutal de l'aide étrangère a plongé des millions de personnes dans la précarité. Dans les villages, les stocks de médicaments s'épuisent en quelques semaines. Les prix du riz, du maïs, du savon grimpent sans répit. On murmure le mot « famine ». On craint un retour brutal en arrière. À la ville, les chantiers sont abandonnés, les routes promises restent à l'état de rêve, et l'angoisse d'une crise généralisée s'infiltre dans les conversations du soir. Les rumeurs d'épidémie circulent, les radios diffusent des messages d'alerte. Pourtant, là où d'autres annoncèrent la débâcle, un autre récit prend racine. Face au vide, les Burkinabés se rassemblent. Dans les quartiers, des réseaux d'entraide surgissent, des étudiants improvisent des cours sous les arbres, des collectes spontanées de médicaments prennent forme, les cultivateurs partagent semences et outils sans attendre ni l'État ni les ONG. Les premiers revenus de l'or et du manganèse, jadis confisqués, sont désormais investis dans des pompes et des équipements pour les dispensaires. Une coopérative de femmes lance la fabrication de savons locaux pour pallier la hausse des prix. La diaspora se mobilise. D'Allemagne, du Canada, de Côte d'Ivoire, des étudiants envoient des fournitures, des ingénieurs partagent des plans de panneaux solaires à bas coût, des médecins organisent des téléconsultations gratuites. Chaque geste, modeste ou ambitieux, alimente ce courant de résistance créative, né du manque mais porté par l'orgueil. Un groupe WhatsApp réunit des agriculteurs pour échanger des conseils sur l'irrigation, des jeunes créent une application pour recenser les besoins urgents village par village. Dans les rues de Ouagadougou, de nouveaux slogans surgissent « Notre dignité, notre avenir, liberté ou rien ». Chacun sait que le prix à payer est immense. Mais pour la première fois, beaucoup acceptent le sacrifice, convaincus qu'un futur choisi vaut mieux qu'une aide sous condition. Des cérémonies d'union, des concerts improvisés, des débats en plein air témoignent d'un peuple qui se redécouvre. On se souvient du Rwanda après 1994, qui, seul contre tous, a reconstruit son système de santé et d'éducation. Reste la question cruciale. Le Burkina Faso va-t-il s'appauvrir irrémédiablement ou révèle-t-il le plus grand mythe du siècle, celui d'une dépendance inéluctable? Ici, chaque acte de solidarité, chaque micro-initiative devient la preuve que la fatalité n'est peut-être qu'une habitude dont on peut se défaire. Des économistes burkinabés proposent de nouvelles politiques, diversification agricole, microcrédit local, développement d'énergies renouvelables. Les universités lancent des programmes de recherche sur la transformation du coton, l'exportation de mangue et de noix de cajou. Mais une résistance née de l'urgence peut-elle durer face aux réalités du monde? La suite va révéler si la rupture est un simple sursaut ou l'amorce d'une transformation profonde. Certains pays comme la Corée du Sud, après la guerre, ont prouvé que la reconstruction autonome était possible. Mais cela exige une discipline collective, des choix difficiles, une volonté de faire. Et si la véritable force, c'était d'oser dire non, même lorsque l'opposition est unanime?
Le choc traverse tout l'Occident. À Paris comme à Washington, la stupeur laisse place à l'inquiétude. Comment stopper la propagation? Les traités autrefois signés sans méfiance sont relus minutieusement, surtout dans d'autres capitales africaines. Des diplomates s'inquiètent d'un effet domino, comme lors de la chute du mur de Berlin en 1989, ou du retrait soviétique d'Afghanistan. Le Burkina Faso devient un étendard, observé avec attention par le Sud global. Dans les médias occidentaux, les voix dénoncent un saut vers le chaos, une folie irresponsable. Pourtant, pour de nombreux analystes du Sud, c'est la dignité qui s'élève, pas l'anarchie. Des intellectuels comparent la situation à celle de l'Inde après la partition, ou du Mozambique au lendemain de l'indépendance. Sur le site déserté de la CIA, aucune nouvelle base étrangère ne s'installe. À la place, un centre de leadership africain voit le jour, destiné à former une jeunesse apte à choisir son avenir. Les murs, jadis témoins de surveillance silencieuse, portent désormais les espoirs d'une génération qui refuse de subir. Des ateliers de formation à l'entrepreneuriat, des cours sur les droits de l'homme, des conférences sur l'histoire africaine animent ce nouveau centre. L'effet domino franchit rapidement les frontières burkinabais. À Caracas, à Ramallah et dans d'autres villes où la souveraineté paraît lointaine, cette résistance inspire autant qu'elle inquiète. Ici, le rejet d'une tutelle extérieure cesse d'être un rêve. Il devient un précédent tangible. Des mouvements étudiants prennent exemple. Des parlementaires africains proposent des lois pour contrôler les bases étrangères. La souveraineté, longtemps cantonnée au discours, prend enfin corps. Elle se transmet, s'imite, se décline en actes. Dire non, c'est courir le risque de perdre des soutiens, de subir des sanctions, parfois des représailles violentes. Mais c'est aussi offrir au monde une nouvelle définition de la puissance, la capacité de refuser, de se dresser même isolé. C'est le choix du Vietnam en 1975, du Botswana qui a refusé l'apartheid, de la Nouvelle-Zélande qui a interdit le nucléaire sur ses terres. Le danger est réel. Ceux qui défient les grandes puissances savent qu'ils risquent pression, sanctions et exclusion. Pourtant, ce qui se joue dépasse le Burkina Faso. C'est la possibilité d'un basculement radical où la souveraineté devient contagieuse et non plus seulement proclamée. L'exemple du Burkina Faso s'invite dans les débats à l'Union africaine, lors des sommets du G20, dans les couloirs de l'ONU. La question demeure, jusqu'où ira la liberté? Qui osera la revendiquer demain? Mais chaque victoire engendre sa propre contre-attaque. Déjà, des forces hostiles se regroupent, prêtes à tester les limites de cette nouvelle souveraineté. Des campagnes de désinformation fleurissent, des groupes armés sont réactivés, des tentatives de sabotage économique se multiplient. Si un pays de moins de 20 milliards de dollars de produits intérieurs bruts peut faire reculer la première puissance mondiale, imaginez ce qu'un continent entier, animé par la même volonté, pourrait accomplir. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse le simple affrontement de diplomates. C'est un séisme dans l'histoire de la souveraineté africaine, la preuve lumineuse qu'aucune nation, aussi modeste soit-elle, n'est condamnée à rester à genoux. L'Afrique du Sud, autrefois isolée, a fini par faire tomber l'apartheid. Le Burkina Faso vient de poser la première pierre d'une nouvelle ère. Exiger le départ de la CIA n'est pas qu'un symbole. C'est le résultat d'un peuple uni et d'un dirigeant déterminé, capable de rompre des chaînes forgées par des décennies de domination muette. Désormais, il ne s'agit plus de mendier une aide qui coûte la liberté, mais de choisir, en toute conscience, la dignité face à la dépendance. Quitter le confort extérieur peut sembler douloureux, mais c'est parfois le véritable prix d'une liberté qui ne se négocie pas. Dans les écoles, on commence à enseigner l'histoire récente, à valoriser l'initiative locale, à célébrer les héros africains. Si cette histoire reste dans l'ombre, alors d'autres rédigeront le récit, et le passé risque de se répéter. Mais la raconter, c'est proclamer que l'Afrique n'est plus vouée à servir de terrain de jeu pour les ambitions étrangères. Chaque citoyen, chaque voix, a désormais le pouvoir de devenir gardien de son histoire et acteur de son destin. Des documentaires sont réalisés, des livres publiés, des chansons composées, pour transmettre la mémoire de ce moment charnière. Le Burkina Faso vient de tourner une page,
mais elle appartient déjà à tous ceux qui refusent la résignation, à ceux qui croient que la liberté ne se mendie pas, que la dignité ne se troque pas contre des promesses creuses. C'est ce courage collectif qui peut réveiller les consciences, inspirer les voisins et rallumer l'espoir sur tout un continent. Des collectifs se forment pour surveiller la transparence des nouveaux contrats, des plateformes citoyennes voient le jour pour contrôler l'action publique. Alors, posez-vous cette question. Si l'exemple d'un seul pays peut ébranler des empires, jusqu'où ira l'éveil d'un continent entier? L'histoire s'écrit aujourd'hui, à voix haute, et chacun de nous tient la plume. Pour que la révolution silencieuse de Ouagadougou ne soit pas la dernière, mais la première d'une longue série.